Hier, vous n'avez pas pu le manquer, Donald Trump célébrait sa seconde investiture en signant plusieurs décrets opérant alors un virage dans la politique américaine. Il promet notamment d'organiser des déportations vers le Mexique et l'Amérique centrale, des décisions radicales qui augmentent la polarisation de la société américaine qui ne date pas du premier mandat de Donald Trump. Mais jusqu'où cette polarisation peut-elle mener? D'où vient cette crise du fédéralisme et peut-elle mener au séparatisme? Pour en parler, Romuald Siora, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes essayiste, chercheur associé à l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS et vous faites paraître cet ouvrage chèrement Colin, un ouvrage intitulé L'Amérique éclatée, plongée au cœur d'une nation en déliquescence. Merci d'être ce soir dans Question du soir. Aujourd'hui, je vais signer une série de décrets historiques. Grâce à ces mesures, nous entamerons la restauration complète de l'Amérique et la révolution du bon sens. Nous rétablirons ma politique de maintien au Mexique. Je mettrai fin à la pratique de la capture et de la remise en liberté. Et j'enverrai des troupes à la frontière sud pour repousser l'invasion désastreuse de notre pays. En vertu des décrets que j'ai signés aujourd'hui, nous désignerons également les cartels comme des organisations terroristes étrangères. Donald Trump, hier, lors de son discours d'investiture et plus encore durant les instants qui ont suivi, Romuald Siora, on va entrer dans le détail des décisions qui ont été prises hier par le nouveau président américain. Mais un mot tout de même sur ce dispositif de communication absolument hors norme. Un président américain qui signe ses premiers décrets devant ses premiers soutiens. Comment est-ce que vous analysez cela? Et puis il faut évidemment que l'on pense au moment où il distribue, après les avoir signés, l'ensemble de ces stylos à la foule, comme s'il s'agissait de ballons de football ou de raquettes de tennis. Là aussi, un mot d'analyse. Cela rappelle un petit peu Elvis Presley durant ses concerts qui distribuait ses écharpes et ses Autre référence foulards. Plus américaine, celle-ci. Voilà. Bon, ce qu'il faut d'abord avoir à l'esprit, c'est que Trump 2025 n'a rien à voir avec Trump 2017. À l'époque, c'était un homme politique qui ne savait pas trop où il allait, issu plutôt des milieux progressistes, qui s'était présenté chez les Républicains par opportunisme, une présidence brouillonne. Bref, les choses ont radicalement changé vers la fin de son premier mandat et Trump s'est radicalisé durant les 4 années qu'il a passées en tant qu'opposant politique numéro 1. Il est devenu l'incarnation de ce qu'il représente pour une grande majorité du peuple américain, c'est-à-dire un politique de la droite la plus radicale, associé aux mouvements religieux les plus ultras. Il est devenu, si ce n'est un idéologue, en tout cas un praticien de cette politique radicale, et il est cette fois-ci entouré de haut calibre. Il a autour de lui une équipe professionnelle, pas tout le monde, je vous l'accorde, mais néanmoins des personnes comme Suzy Wiles, sa secrétaire générale à la Maison-Blanche, celle qui a promis de promouvoir une nouvelle contre-révolution culturelle à l'échelon national, elle qui a été en Floride avec le gouverneur Ron DeSantis, l'instigatrice de cette guerre anti-woke, comme elle dit, Marco Rubio, mais aussi et surtout, avant de parler d'Elon Musk, J.D. Vance, le nouveau vice-président, qui est un intellectuel. Donc bref, toute cette équipe a un projet, aussi bien pour l'intérieur, basé sur le fameux projet 2025 de l'Heritage Foundation, c'est leur feuille de route, et aussi un projet pour l'international. Donc tout cela pour dire que tout ce que l'on entend depuis quelques semaines, les déclarations de Trump, les ingérences d'Elon Musk, etc., tout cela fait partie d'une stratégie. Et hier, nous avons donc assisté à la mise en scène, l'apothéose de ce spectacle inaugural, de cette intro de cette nouvelle présidence, si je puis dire. Et effectivement, nous avons vu le plus grand showman américain à l'action. C'est ça que vous avez observé hier, Romuald Siora. C'est un président plus radical encore que lors de son premier mandat et plus professionnel, ça s'est vu même dans ses effets de manche, même dans ses effets de communication. Oui, mais bien évidemment, rappelons-nous d'où vient Trump. Trump, à la base, c'est un homme issu de la gauche, entre guillemets, américaine, progressiste, toute sa vie pro-droit LGBT, pro-divorce, pro-avortement, grand soutien des démocrates. Il avait par ailleurs pensé à se présenter 2 fois, c'était toujours chez les démocrates, même en 2015, il avait encore hésité. Ça, c'est l'histoire de Donald Trump, vous nous dites? Oui, Il l'histoire vient de Donald
cette gauche-là? Gauche, entre guillemets, si on peut parler de gauche aux États-Unis. Trump s'est toujours illustré comme, alors évidemment, dans les faits, on se rappelle lorsqu'il était promoteur immobilier, qu'il n'était pas très favorable aux minorités. Mais oui, Trump s'est toujours illustré comme une personnalité pro-LGBT, pro-avortement, pro-divorce, mais comme je l'ai dit, ça c'est un champion, etc., etc. Grand soutien d'Hillary et Bill Clinton. Par 2 fois, il avait pensé à se présenter à l'élection, pas très sérieusement, c'était chez les démocrates. Et en 2015, il a encore hésité, jusqu'au moment où il s'est rendu compte, il a réalisé que son électorat de base, celui qui essentiellement le suivait dans son show The Apprentice, et votait républicain. Donc voilà, il n'y avait pas de colonne vertébrale, il ne savait pas trop où il allait, etc. Là, non, il croit ce qu'il dit. Il dit ce qu'il fait, et donc oui, comme vous l'avez très bien dit, c'est devenu un professionnel. Il sait où il va, il a un projet, il sait qu'il n'a que 4 ans pour le réaliser. Non pas qu'il ne pourrait pas se représenter, la Constitution aujourd'hui l'interdit, mais c'est assez récent, c'est depuis 1950. Jusqu'en 1950, on pouvait faire autant de mandats qu'on le souhaitait. Roosevelt a été réélu 3 fois. C'est juste un amendement qui a été décidé, voté en 1950, donc un amendement peut être défait. Une Cour suprême comme celle-ci pourrait juger qu'il est inconstitutionnel de priver le peuple américain de réélire à vie, s'il le souhaite, un chef d'État. Non, c'est plutôt l'âge. Trump sait très bien qu'il ne pourra pas faire un autre mandat, donc il a 4 ans. Et effectivement, c'est un homme, si ce n'est plus réfléchi, mais plus préparé et surtout mieux entouré. Je voudrais que l'on examine ensemble un décret en particulier, celui qui organise la grâce des 1500 personnes, des 1500 Américains qui avaient participé au fameux assaut du Capitole. Est-ce qu'il y a là une forme de revanche ou là aussi il croit dans le discours, puisque vous plaidez pour sa sincérité, du moins, est-ce qu'il croit dans son discours selon lequel ces 1500 participants sont effectivement 1500 victimes? Attention, quand je plaide pour sa sincérité, c'est un bien grand mot. Non, je dis qu'il croit Il ce croit en ce qu'il qu'il dit, dit. c'est la Voilà. sincérité. Mais c'est de la sincérité, mais il y a quand même toujours une forme d'hypocrisie et surtout d'opportunisme. Quant à ce qui est de cette grâce de ces 1500 personnes qui avaient pris d'assaut le Congrès, oui. Alors, premièrement, il y a une forme de revanche. D'ailleurs, il a parlé hier de trahison. Mais il y a aussi une volonté très forte de faire passer l'Amérique dans une autre réalité. Jusqu'à présent, nous autres, aux États-Unis, puisque je suis américain et que je vis là-bas, nous vivions dans une réalité qui nous disait, puisque la réalité officielle est celle décrétée par l'État, donc l'État fédéral aux États-Unis, que en 2020, il y avait eu une élection légalement gagnée par Joe Biden, que Donald Trump avait appelé ses troupes à marcher sur le Congrès et qu'il y avait eu une sorte de tentative de putsch. Ça, c'est la réalité dans laquelle nous vivions jusqu'à hier. Aujourd'hui, j'aurais beau dire le contraire, l'État fédéral, la plus haute autorité de cet État fédéral, nous dit non, la réalité, c'est il y a une fraude électorale, je vais créer une commission d'enquête pour jeter en prison toutes les personnes qui ont mouillé dans cette magouille qui m'a privé de ma présidence, et les personnes qui ont marché le 6 janvier 2021 sur le Congrès sont des héros, à l'instar des héros de la Révolution de 1776. Donc il inverse tous les rôles. Exactement, et il nous fait passer dans une autre dimension, une autre réalité, une réalité que partagent, enfin dans laquelle souhaitent vivre plus de la moitié des Américains, ne l'oublions pas. Donc ce qui s'est passé avec cette histoire de grâce est plus que une simple grâce qui déjà est plus que douteuse, triste. On parle quand même de personnes qui ont marché contre le Capitole, même si une grande partie de ces personnes pensaient agir de bonne foi, hein, il faut quand même le reconnaître. Elles étaient manipulées et pensaient venir sauver la démocratie. Non. Le fait est que nous sommes aujourd'hui passés dans une autre réalité, celle de Donald Trump. Autre décision, Romuald Ciora, exprimée hier par Donald Trump, la volonté de redéfinir le droit du sol. Pour rappel, chaque enfant, chaque bébé même qui naît présentement sur le sol américain devient américain par construction, et ça, Donald Trump veut le remettre en cause, notamment lorsque les parents de ses enfants sont des immigrés arrivés sur le sol d'une façon illégale. Cette volonté, aujourd'hui, est anticonstitutionnelle. Est-ce que Donald Trump a les moyens d'aller au bout de cette bataille? Techniquement, les constitutions sont écrites par des hommes et des femmes, donc elles peuvent être défaites ou réécrites par des hommes et des femmes. Donc, j'aurais tendance à répondre oui. C'est la force de la coutume, tout de même. Oui, voilà. Mais bon, vous savez, aux
États-Unis. N'oublions quand même pas, vous savez, ceux qui nous disent, mais non, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, sont ceux qui en 2016 disaient Trump ne sera jamais élu, ceux qui en 2021 nous disaient oh cet homme va finir en prison, ceux qui encore quelques mois disaient non, il pourra jamais gagner la présidentielle cette année. Bref, non, une constitution peut être changée. Ce qui est rassurant, un minimum rassurant, c'est qu'aux États-Unis, c'est quand même assez compliqué, car comme vous le savez, il y a toute une ribambelle de juges fédéraux qui peuvent s'opposer à un changement constitutionnel ou s'opposer à ce genre de choses. Donc oui, Trump pourrait faire aboutir à ce que le droit du sol soit révoqué. Mais cela va être compliqué, cela va demander beaucoup d'énergie et je ne suis pas certain qu'il décidera de s'engager dans un débat et un combat qui pourrait lui faire perdre des plumes. N'oublions pas que depuis hier, il a en ligne de mire les élections de mi-mandat qui vont venir très très vite et donc peut-être qu'il choisira de ne pas s'enliser dans ce genre de débat. L'immigration est son gros chantier, mais il a beaucoup d'autres moyens de mettre en œuvre la politique qu'il a promis. Quelques mots quand même sur les questions internationales. Donald Trump a réitéré le départ des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, mais l'autre décision, c'est celle du retrait des États-Unis de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Comment comprendre cette décision-là ? Tout à l'heure, je disais que Trump et son équipe avaient un projet pour l'international. Le projet pourrait se résumer en une simple phrase: mettre à bas ce qu'il reste du système multilatéral, mettre à bas ce qu'il reste de cet ordre international qui a été créé à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, création donc du système multilatéral, des Nations Unies, Déclaration universelle des droits de l'homme, etc., etc. Donc aujourd'hui, c'est le premier acte de cette mise à bas, de cette mise à mort d'un système multilatéral déjà moribond. Il quitte l'OMS. C'est dommage que l'OMS nécessite d'être restructurée, repensée, oui, mais je pense que les États-Unis auraient eu les moyens de le faire de l'intérieur. En étant à l'extérieur, ils se privent des ressources de l'OMS, des chercheurs de l'OMS. Imaginons demain une nouvelle pandémie. C'est les Américains qui pâtiront de cette décision, mais cela mange pas trop de pain de quitter l'OMS, c'est moins difficile que de quitter l'ONU. L'accord sur le climat, c'était évidemment prévu, donc ne nous étonnons pas de tout cela, mais attendons-nous à d'autres gestes allant dans ce sens. Une autre partie plutôt du discours d'investiture de Donald Trump exprimé juste hier. L'âge d'or de l'Amérique commence maintenant. À partir d'aujourd'hui, notre pays prospérera et sera à nouveau respecté dans le monde entier. Nous ferons l'envie de toutes les nations et nous ne nous laisserons plus abuser. Au cours de chaque journée de l'administration Trump, je mettrai l'Amérique au premier plan. Notre souveraineté sera récupérée. Notre sécurité sera rétablie. La balance de la justice sera rééquilibrée. La militarisation vicieuse, violente et injuste du ministère de la Justice et de notre gouvernement prendra fin. Notre priorité absolue sera de créer une nation fière, prospère et libre. Je voudrais qu'on revienne avec vous, Romuald Sura, sur cette notion, l'âge d'or de l'Amérique. Trump dit que l'âge d'or de l'Amérique commence maintenant et pourtant il fait continuellement, régulièrement référence à une période en particulier des États-Unis, le Gilded Age, et cette époque juste après la guerre de sécession, durant laquelle le président McKinley gouvernait. Rappelez-nous de quoi il s'agit. Écoutez, c'est un petit peu une référence curieuse parce que McKinley n'est pas quelqu'un de très populaire, même inconnu aux États-Unis. Mais vraiment, il nous aurait parlé d'Andrew Jackson encore. Mais McKinley était un président qui a été assassiné. C'est la seule chose qui le rend célèbre. Il a quelques lycées à New York, dont un à côté de l'endroit où j'habite. Mais voilà tout. Non,
Alors, tout dépend comment vous vous positionnez. Si vous faites partie des minorités, croyez-moi, c'est pas un âge d'or. Après la guerre de sécession, l'égalité entre les Noirs et les Blancs avait été décrétée, comme vous le savez, par Lincoln. Malheureusement, la période de la reconstruction, qui a donc duré en gros jusqu'à la fin des années 70, s'est conclue par un deal entre les États du Sud et le Nord, qui devaient retirer ses troupes donc du Sud occupées. Et ce deal a été vous ne ferez plus sécession et on vous laisse revenir non pas à l'esclavage mais à une ségrégation qui s'en rapproche. Et donc à partir de là, nous rentrons donc dans ce fameux âge d'or. Les Noirs n'ont plus le droit de vote, etc., etc. Et c'était la fameuse Amérique de la ségrégation, comme nous connaissons tous ces images, les toilettes pour Noirs, les toilettes pour Blancs, etc., etc. Non, il fait référence au développement, effectivement, Une grande période spectaculaire. d'enrichissement. Voilà, ce qui est vrai, spectaculaire de l'Amérique. L'Amérique, c'était économiquement, militairement, c'était quand même pas grand-chose jusqu'à la guerre de sécession. C'est à partir des années 70 du 19e siècle qu'effectivement l'économie va s'envoler, la construction, on va avoir les grands chantiers de chemin de fer, les grandes fortunes du pétrole, Rothschild, etc., etc. Donc oui, c'est un âge d'or qui va en gros se poursuivre jusqu'à la crise de 1929. Mais un âge d'or, une fois encore, lisez, vous l'avez lu bien évidemment, mais Joseph Steinbeck, c'est un âge d'or pour une toute petite minorité. Et il fait également référence à un autre âge d'or, qui est celui qui n'a existé que dans les films hollywoodiens des années 50 et qui évidemment n'est qu'un fantasme. Grand moment de ségrégation, grand moment également, il faut le rappeler, de corruption. Je voudrais qu'on en vienne à votre livre, Romuald Sura, L'Amérique éclatée. Et c'est un pamphlet finalement contre pratiquement le fonctionnement de l'État fédéral américain tel qu'il existe aujourd'hui. Je vous cite, hein, l'État fédéral aux États-Unis a toujours été très fragile, mais aujourd'hui, il est en déliquescence. Expliquez-nous cet état de déliquescence actuel. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, l'État fédéral a toujours été un État fragile. Pour faire un petit peu de généalogie, en 1776, les États-Unis vont plutôt se constituer sous une forme de confédération. Et ça ne fonctionnait pas très très bien. Donc en 1787, va être décidé à Philadelphie la rédaction d'une constitution qui a bien fonctionné, hein, qui est encore aujourd'hui en fonction, et qui néanmoins va devoir pratiquer le en même temps. À l'époque, c'était les fédéralistes, donc ceux qui voulaient un État fédéral plus fort, Mhm. une union plus intégrée qui prédomine. Mais malheureusement, durant ce congrès, les autonomistes, si je puis dire, ceux qui veulent une plus grande liberté des États et autonomie, vont se réveiller et vont montrer leur puissance. Bref, on va arriver à un compromis un petit peu bâtard qui devait être revu un peu plus tard et qui ne le sera jamais. Donc on va se retrouver avec un président des États-Unis à la tête d'un État fédéral qui a à charge le régalien, mais assez faible, surtout à l'époque, et à des États qui demeurent assez autonomes. C'est une fédération qui n'a rien à voir avec la fédération germanique, par exemple. L'Allemagne est une fédération, mais beaucoup plus intégrée, beaucoup plus centralisée. Bref, cette dichotomie donc entre le fédéral et l'autonomie des États va durer jusqu'à la guerre de sécession. Il y aura, alors là, on peut parler d'un petit âge d'or du fédéralisme après la guerre de sécession, voulu par Lincoln. Malheureusement, il sera assassiné et ses successeurs, même Grant, qui était un brave type, mais n'auront pas les épaules assez solides pour cela. Mais néanmoins, oui, le Sud étant vaincu, le Nord dominant, l'État fédéral va prédominer ces fameuses années glorieuses, selon Trump, et en tout cas pour les millionnaires américains de la fin du 19e siècle et la première partie du 20e siècle. Mais dès après la Seconde Guerre mondiale et surtout à partir des années 1960, l'État fédéral va plonger dans une crise dont il n'est toujours pas sorti. Quelle Euh, est-elle cette crise alors justement, si ben, vous deviez justement, l'exemplifier? à partir des années 60, il va y avoir les combats pour les droits civiques qui vont montrer la fébrilité de l'État fédéral, montrer la face cachée de l'Amérique, celle que l'on ne voit pas dans les films. Il va y avoir les premières crises économiques importantes, modernes, à partir des années 70, les chocs pétroliers et dans le même temps cette guerre du Vietnam qui va décrédibiliser la politique internationale menée donc par l'État fédéral. Il va y avoir le Watergate avec les mensonges de Richard Nixon. Il va y avoir
avoir le premier président des États-Unis qui est un brave type et pas si incompétent, mais qui n'a jamais été élu. Gerald Ford n'a jamais été élu ni vice-président, puisque le vice-président de Nixon est pris dans un scandale, il doit démissionner, donc il appointe un vice-président Ford, et Nixon doit à son tour démissionner suite au Watergate. Donc un président illégitime. On aura Carter, un brave homme, un homme compétent, mais pas un président quand même très solide. Et donc la crise va se poursuivre. Arrivera Reagan, le néolibéralisme. Il va mettre à bas tout ce qui reste du New Deal. Et à partir de ce moment-là, l'Amérique profonde va arrêter de croire en Washington et en son gouvernement fédéral. La crise s'est poursuivie. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes encore aux États-Unis à peine sortis, et les séquelles de la crise de 2008 sont toujours présentes. L'État fédéral donc est décrédibilisé et les États demandent plus d'autonomie. Les États s'opposent, démocrates quand c'est une présidence républicaine, républicains surtout lorsque c'est une présidence démocrate. Cette défiance justement des États fédérés à l'encontre de l'État fédéral s'est incarnée dans une affaire en particulier qui a défrayé la chronique aux États-Unis. Je parle de la crise de mars 2022 qui concernait le gouverneur du Texas, Greg Abbott. Lorsque Joe Biden et Kamala Harris ont refusé de venir au Texas pour voir la crise frontalière qu'ils ont créée, je leur ai amené la frontière à domicile. J'ai commencé à transporter par bus des immigrants illégaux vers Washington, D.C. Et nous avons continué à transporter par bus des migrants vers les villes sanctuaires de tout le pays. Et ces bus continueront de rouler jusqu'à ce que nous parvenions enfin à sécuriser notre frontière. Parce qu'il y a une émission à faire. Qu'est-ce qui s'est passé alors justement, Romuald Ciura, en 2022 au Texas? À ce moment-là va commencer la grande révolution des gouverneurs, comme je le dis dans le bouquin, c'est le titre d'un sous-chapitre du livre. Greg Talbos va s'opposer frontalement à l'État fédéral. On a déjà vu au cours de l'histoire récente des États-Unis, enfin j'entends depuis la guerre de sécession, des gouverneurs s'opposer au gouvernement fédéral, mais jamais aussi frontalement. Et cette lutte continuait encore hier avant l'investiture de Donald Trump. Bref, clairement, le gouverneur du Texas est en désaccord avec Joe Biden en ce qui concerne la politique d'immigration à la frontière. Joe Biden décide de faire intervenir les forces fédérales qui sont les seules alloués à intervenir, autorisés à intervenir pour ce genre de situation lorsque la crise migratoire déborde les frontières et est hors de contrôle, entre guillemets. Talbot, le gouverneur du Texas, va décider de s'opposer et va tout simplement envoyer une partie de la garde nationale. Alors évidemment, il n'y a eu aucun risque de conflit, aucune véritable tension, mais on a néanmoins vu des troupes fédérales, enfin des représentants armés des forces fédérales, avec des représentants armés du gouvernement du Texas, se crier les uns sur les autres. Et aujourd'hui, enfin sans doute depuis la investiture de Trump, les choses ont changé. Jusqu'à hier, depuis donc plusieurs années, cette crise n'était pas résolue et les fédéraux s'opposaient toujours aux locaux à la frontière entre le Mexique et le Texas. Face à cette déliquescence alors de l'État fédéral, face à cette défiance aussi entre État fédéré et l'État fédéral, comment Donald Trump voudrait tenter de faire face au problème? Alors Donald Trump a fait un constat très juste, lui et ses associés, dont J.D. Vance, qui est l'intellectuel, mais il n'y a rien d'ironique dans ce que je dis, c'est vraiment quelqu'un de très intelligent et un véritable intellectuel, ont bien compris que l'État fédéral était entré dans un processus de déliquescence. Et ils ont tout à fait raison de vouloir le restructurer de fond en comble. C'est une nécessité. Je suis donc d'accord sur le diagnostic, mais vous l'aurez compris, évidemment pas sur les moyens. Et voilà. Donc en gros, qu'est-ce qui est proposé pour conclure par Donald Trump et ses amis? Donc le fameux projet 2025, qui est la feuille de route, je le répète, de cette administration. Recentralisation de la plupart des pouvoirs au sein du
entre les mains du locataire de la Maison-Blanche. À titre d'exemple, certaines prérogatives du Congrès. Le droit de faire la guerre, par exemple, sans demander l'autorisation du Congrès. Alors, le président peut déclarer la guerre sans demander l'autorisation du Congrès. Mais après un certain laps de temps, pour la continuer, il doit avoir l'approbation du Congrès. Donc, certaines prérogatives du Congrès, dont celles-ci, effectivement, vont lui être retirées au profit de la Maison-Blanche. Au niveau du judiciaire, la même chose. L'attorney général, le ministre de la Justice, bénéficie d'une certaine indépendance que n'ont pas dans les autres démocraties libérales, les ministres de la Justice. Cette petite indépendance va évidemment lui être retirée au profit de la Maison-Blanche. Les gardes nationales, on en parlait tout à l'heure, les gardes nationales aux États-Unis, en gros, chaque État a une garde nationale constituée de réservistes et de militaires de carrière. Elles sont sous le commandement des gouverneurs et en cas de catastrophe, mais alors il faudrait vraiment une invasion extraterrestre, elles sont placées sous le commandement du président des États-Unis. Trump veut que les gardes nationales ne forment plus qu'une seule garde nationale sous son commandement et qu'il aurait le droit de déployer à titre préventif. Merci beaucoup Romuald Siura de ces synthèses, de l'ensemble de ces synthèses durant 25 minutes pour nous expliquer le discours de politique d'investiture de Donald Trump hier, pour revenir aussi sur les relations entre l'État fédéral et l'État fédéré, pour poursuivre, lire l'Amérique éclatée, plongée au cœur d'une nation en déliquescence. Cela vient de paraître aux éditions Armand Collin. Romuald Siura, merci beaucoup d'être venu à Question du Soir.